Bonjour à tous. Hello. Hello, hello. Alors, est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous nous voyez bien? Je suis avec Mélanie, Rodolphe et Benjamin. Est-ce que tout fonctionne? Ça a l'air d'être bon. Moi, je vous entends en tout cas. Je Oui, sais pas moi si vous m'entendez. Pareil. aussi. Excellent. Ok, super. Merci à tous pour vos réponses. Ça y est, ça arrive dans les commentaires. Top. Merci à tous pour votre participation à ce webinaire donc organisé par Tiga qui intervient pendant la semaine donc du petit product que vous avez dû voir passer. Donc c'est pour toutes les personnes qui souhaitent se lancer, qui souhaitent lancer leur carrière donc dans le product. Donc si vous avez des questions pendant ce webinaire, n'hésitez pas à les poser donc dans l'onglet chat. On y répondra au fur et à mesure donc de ce talk. Et si jamais il y a beaucoup trop de questions et qu'on n'a pas le temps de répondre à toutes ces questions, on prendra le temps d'y répondre peut-être dans un temps un peu plus tard et on vous enverra ça. Donc, je pense qu'on va pouvoir commencer tranquillement. De toute façon, on va commencer par se présenter rapidement et puis on rentrera dans le détail de vos différents parcours qui sont assez différents un peu après. Je commence si vous voulez. Donc, moi, je suis consultante, product manager chez Tiga, donc actuellement en mission chez Télérama depuis plusieurs mois maintenant. Et je te laisse la main, Mélanie, pour te présenter. Yes. Mélanie, je suis product manager à PlayPlay depuis un peu plus de 3 ans. J'ai rejoint PlayPlay directement après un stage de fin d'études. Rodolphe, tu veux enchaîner peut-être? Yes, volontiers. Du coup, moi, Rodolphe, je suis product manager chez Penny Lane, ça va faire 1 an et demi. Avant, j'étais product manager chez United Credit et encore avant ça, mais ça commence à remonter, chez HireSuite, une startup qui fait du recrutement. Et ma formation, c'est école de commerce et école d'ingénieur. Benjamin. Ouais, donc moi c'est Benjamin. Je suis PM depuis plusieurs années, d'abord dans le public, à Matignon, au service du Premier ministre, et là, actuellement je suis chez October, et au tout début j'ai commencé dans le cinéma comme scénariste. Super. Bon, on y reviendra plus dans le détail tout à l'heure. On va peut-être commencer par poser un petit peu les bases et l'objectif de ce talk. Donc, l'objectif aujourd'hui avec ce webinaire, ça va être de comprendre quels sont les différents moyens de se lancer dans le product management. Et avant ça, on va peut-être expliquer à tout le monde ce que c'est que le product management pour ceux qui n'auraient pas tout à fait le détail, donc avec qui travaillent les product managers, et puis un petit peu quel est votre périmètre, quel est le quotidien d'un product manager et tout ça. Donc c'est parti, on vient sur la notion de product management. Si tu veux commencer, Rodolphe, je te passe la main. Oui, alors bon, product management, je pense que c'est un terme qui est encore assez nouveau en France. En tout cas, ces dernières années, ça commence à se diversifier un petit peu en fonction des spécialités et des types, enfin ce qu'on appelle des saveurs de PM. Mais pour moi, et c'est comme ça que je l'avais résumé habituellement, c'est le PM, c'est en fait il y a une équipe technique ou R&D qui va produire des solutions. Il y a des gens qui vont interagir avec cette solution, donc qui vont l'utiliser, l'utilisateur, d'autres qui vont la vendre, les sales, d'autres qui vont faire le support. Et en fait, le product manager, c'est un peu l'interface de cette équipe avec le reste du monde. Et ça implique plein de bonnes choses, d'autres un peu plus compliquées, mais on aura l'occasion d'en reparler. Mélanie, si tu veux enchaîner. Oui, je crois que c'est à peu près tout, mais si on rentre un petit peu dans le détail de nos postes, on va effectivement avoir le lien avec les équipes business et une grosse partie de notre métier, ça va être avec les équipes de développement. Donc là, c'est plus la partie qu'on appelle parfois product owner, justement de gestion des sprints et de gestion de définition du besoin, définition des spécifications et puis suivi dans la durée que le projet répond bien aux besoins utilisateurs. On s'occupe aussi du go-to-market, donc toute la stratégie de lancement des fonctionnalités. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout. Benjamin, tu as peut-être des éléments pour compléter? Ouais, j'aurais aussi tendance peut-être à ajouter le fait on peut être amené aussi à intervenir en fonction de sa seniorité ou pas dans le produit, mais sur la partie stratégie, définition de la vision, élaboration de la roadmap. Et puis on est responsable entre guillemets des fonctionnalités qu'on va développer. C'est aussi une grosse partie, la responsabilité sur le produit.
Exactement. Bon, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ce qu'est un product manager. N'hésitez pas à poser des questions si ça vous semble pas clair ou autre. On y répondra évidemment. Je pense qu'on peut revenir un petit peu sur vos parcours. Donc, j'en parlais un petit peu pendant l'introduction. Vous avez tous les trois des parcours un petit peu différents. Donc, vous n'êtes pas arrivés par les mêmes chemins. Donc, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment est-ce que vous avez fait pour en arriver là et Benjamin, je te laisse commencer avec ton parcours qui est un petit peu atypique, peut-être plus que celui des autres. Mais je te laisse me raconter ça. Ouais. Alors du coup, et comme je disais, j'ai commencé par des études, j'ai fait des études dans le cinéma, donc scénariste, donc vraiment très très loin du produit, parce qu'il peut sembler loin du produit, mais aussi on peut toujours considérer que le scénario c'est une forme de produit en soi dans le cinéma. Et très vite, j'ai évolué dans le public sur des postes qui n'étaient pas du tout produits. Et c'est un peu par hasard que je suis arrivé au service du Premier ministre. C'est un peu bizarre à dire comme ça, mais je suis arrivé un peu par hasard là-bas sur un produit back-office finance qui n'était pas du tout fléché product management. Et très vite, je me suis rendu compte que c'était des tâches purement produits, et donc j'ai eu l'occasion pendant 4 années d'évoluer et travailler dessus. Et à l'issue de ça, j'ai un peu fait le tour. Et après un petit passage au bootcamp Noé, cet été, j'ai rejoint October en octobre dernier en tant que PM sur la 3e squad qui s'ouvrait chez eux. Voilà de mon côté. Nickel. Est-ce que Mélanie, je ouais. te laisse prendre le relais peut-être. Yes. Moi, en fait, j'ai eu un parcours assez classique d'école de commerce. Donc, j'avais fait une école de commerce avec une spécialisation marketing. À l'époque, il n'y avait pas de, je ne sais pas si ça existe aujourd'hui d'ailleurs, mais il n'y avait pas de spécialisation produit. Du coup, j'avais fait des stages de césure un peu classiques de marketing, conseil. Ça m'avait pas du tout plu. Et en fait, j'ai entendu parler de product management par la suite, en parlant justement avec des PM. Et je m'étais dit que leur job avait l'air hyper intéressant. Et du coup, j'ai rejoint directement PlayPlay en stage de fin d'études. C'était un stage un peu hybride, à temps partiel, un peu particulier, mais du coup, je suis restée par la suite en CDI et c'est ce que je fais depuis en fait. Rodolphe, tu veux peut-être compléter avec ton expérience? Yes, moi du coup, je pense que ça remonte à assez longtemps en fait, enfin depuis quelques temps et même déjà au lycée, j'étais assez geek et fan de produits digitaux. Et après, j'ai fait une école de commerce. Bon, la vie nous emmène dans des directions un peu aléatoires en fonction des recommandations, en tout cas dans nos parcours étudiants. Et après, en fait, en stage, j'ai du coup, comme je disais tout à l'heure, travaillé dans une startup qui s'appelait HireSuite, mais qui était toute jeune et qui faisait du recrutement de profils digitaux. Et en fait, j'ai commencé en tant que bras droit du CEO à moi-même recruter des product managers pour des startups qui en avaient besoin. Et je me suis dit, ah, mais ça a l'air super. En fait, ce job, ça correspond exactement à ce que moi, je veux faire. Quand je suis dans une équipe R&D ou avec des ingénieurs, je suis toujours un peu le commerce, le business guy. Et quand je suis de l'autre côté avec le business, j'aime beaucoup les solutions tech. Je me suis dit, ça a l'air de tomber en plein milieu et de correspondre exactement à ce que je veux faire. Et du coup, c'est comme ça que j'ai découvert ce métier et qu'après, en sortant d'école, j'avais fait en plus un petit bout en école d'ingé. Je me suis dit, ça correspond bien d'avoir un peu les deux formations et de chercher tout de suite en product management. Parfait. Merci à tous les trois. Du coup, je vais peut-être enchaîner sur le sujet formation, puisque tu viens d'en parler, Rodolphe. Est-ce que donc vous avez suivi des formations particulières dans votre parcours scolaire pour devenir PM aujourd'hui ou des formations en RAB? Benjamin, typiquement, tu parlais de Noé rapidement. Je ne sais pas si les autres, vous avez aussi fait des formations, si vous avez des petites choses à nous dire là-dessus. Est-ce que vous voulez que je démarre sur déjà Noé? Parce que moi, côté formation à l'université, autant dire que la formation purement scénariste m'a pas beaucoup aidé sur le produit. Mais oui, ensuite j'ai fait récemment au mois de juin la formation, le bootcamp Noé, spécifique au produit pendant 1 mois qui m'a permis à la fois de renforcer, on va dire, mes compétences que j'avais acquises par moi-même pendant 4 ans, et puis aussi de permettre à me lancer sur de nouvelles aventures. Mélanie? Yes, et moi, côté école de commerce, ça n'existait pas. J'ai eu des cours de gestion de projet, mais c'était vraiment des gestions de projet à l'ancienne, avec tout le cycle en V. Enfin, on a dû entendre parler 2 fois de méthodologie agile sans vraiment savoir ce que c'était. Du coup, honnêtement, j'ai découvert ce qu'était vraiment le produit quand je suis arrivée en stage et avant en complétant avec des livres. Mais sinon, j'avoue que j'ai pas eu de cours en particulier là-dessus. Ouais, Rodolphe, je ne sais pas si tu as un truc à rajouter là-dessus, sinon j'enchaîne.
Moi, je peux ajouter exactement la même chose, hein, c'est-à-dire que Ok. ma formation m'a assez peu aidé finalement pour le métier de product manager. Bon, à part quelques trucs un peu généraux comme les cours de stats ou les cours Mm. de business qui aident quand même à savoir ouais, comment est-ce qu'une entreprise fonctionne et comment est-ce qu'elle fait des bénéfices. À part ça, c'est vrai que ça allait pas beaucoup plus loin. Ouais, ok. Et du coup, sans avoir de formation particulière, alors toi, Benjamin, c'est un peu différent parce que tu as fait une formation product, mais avant ça, du coup, tu as eu l'occasion de faire un peu de produit déjà. Est-ce que, c'est quoi vos tips en fait? Comment est-ce qu'on se forme sur le métier de product pour pouvoir arriver dans une boîte et savoir un petit peu quoi faire, quoi? On se plante, on fait plein de choses. On fait plein de choses. Moi, j'ai démarré, je savais pas ce que c'était que le produit, pourtant j'en faisais. Donc c'était un peu paradoxal, mais du coup, je me suis un peu retrouvé à devoir justement euh, me débrouiller par moi-même. Encore, il commençait à y avoir de la documentation sur Internet. On réussissait à trouver sur pas mal de plateformes quelques petits articles pour nous aider sur qu'est-ce que de la discovery et comment faire une interview utilisateur, etc. Mais c'était principalement en essayant, en se plantant et en recommençant. Et petit à petit, ça vient sans faire de nécessairement de formation. Donc vraiment par la pratique de mon côté, et pas mal d'erreurs et pas mal d'apprentissage. Ouais. Ouais, bah, c'est sûr qu'on se plante, je confirme. Je pense qu'on peut aussi compléter, notamment si on cherche un travail en tant que PM et qu'on n'a pas eu de formation sur le sujet, il y a plusieurs manières d'apprendre. Il y a des très bons livres et il y a beaucoup, beaucoup de ressources en produits. Je pense qu'on peut aussi se reposer sur la communauté produit. Moi, c'est quelque chose que j'ai pas mal fait quand j'ai commencé. Et honnêtement, je suis toujours tombée sur des personnes très bienveillantes et j'étais vraiment juju et j'avais plein de questions sur le produit et j'ai toujours eu des bons conseils. Et enfin, je pense qu'on peut aussi se renseigner sur des side projects. Nous, on a pas mal de juniors qui postulent à Playplay notamment, qui ont fait des projets. Alors, forcément, c'est pas product by the book, ils font plein d'erreurs aussi dans leur manière de gérer le projet, mais ça leur permet déjà de comprendre un petit peu quel est le rôle d'un product manager, quelles sont les interactions qu'on peut avoir avec la technique, le business, etc. Et c'est vraiment très formateur. Alors, on a une question, des conseils pour acculturer step by step toute une organisation à l'approche produit. Alors là, on rentre déjà dans l'étape je suis product manager, comment je fais pour aider les gens à comprendre ce que je fais, à quoi ça sert et le valoriser en interne. Je ne sais pas s'il y en a un qui veut prendre la question. Ouais, j'aurais tendance à dire que ça passe par beaucoup de communication. Parce que c'est aussi pas mal d'évangélisation sur le rôle du produit, quelle est l'utilité, pourquoi est-ce qu'on fonctionne de cette manière-là, pourquoi tel ou tel process. Ça passe par beaucoup, beaucoup, beaucoup de discussions. Enfin, moi, c'était le cas dans le public. Hein, j'étais face à un public, c'est le cas de le dire, qui ne maîtrisait pas du tout ce que c'était que le produit. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à l'expliquer. C'est de l'apprentissage, en fait. Faut de la patience et il faut pas, faut pas hésiter à susciter la discussion et la communication concrètement autour des tâches et autour des objectifs et pourquoi telle méthode et pourquoi telle autre, etc. Complètement. Je ne sais pas si Mélanie, Rodolphe, vous voulez compléter. Rodolphe, je te Moi, j'ai laisse commencer. peut-être. Ouais, moi, moi, j'ai été pas mal confronté à ça et je pense qu'il y a pas mal de gens qui peuvent l'être, notamment si vous intervenez auprès de personnes. Enfin, moi, comme j'étais par exemple chez United, auprès de personnes qui sont en interne de l'entreprise, donc avec lesquelles vous avez des contacts réguliers parce que vous développez des produits pour eux, par exemple des équipes Ops. Et moi, je pense que, comme disait très bien Benjamin, le premier step avant d'évangéliser le produit, c'est d'évangéliser la personne. Alors, je pense que les gens auront d'autant plus confiance en vous si jamais vous montrez que vous êtes à leur écoute et que vos problématiques sont aussi les vôtres et que vous allez faire le maximum pour leur répondre. Je pense que développer cette confiance, c'est déjà la première étape avant d'être capable après de pouvoir communiquer plus largement sur ce que c'est le produit et ce que vous faites. Voilà. Moi, je pense, en tout cas, c'est comme ça que j'avais fait à l'époque. Je trouvais que c'était plus percutant qu'éventuellement rentrer trop rapidement sur des considérations techniques ou académiques qui vont pas forcément parler aux interlocuteurs. Ouais, et je pense que ce qui peut être intéressant aussi, c'est que parfois on peut avoir l'impression qu'une équipe produit n'a pas de valeur ajoutée. Nous, ça n'a jamais été notre cas, mais je sais qu'il y a des entreprises où, par exemple, il peut y avoir des fondateurs qui sont convaincus qu'ils ont la bonne solution pour résoudre les problématiques du moment. Ça peut aider aussi de leur apprendre des choses
parce que du coup, ça permet d'asseoir sa légitimité. Ça peut être de leur apprendre quelque chose sur le comportement utilisateur, les retours utilisateurs. Et du coup, ça permet aussi de faire comprendre l'utilité d'une équipe produit qui est vraiment dédiée à ça et qui a pour seul sujet d'améliorer le produit versus d'autres parties prenantes qui ont une spécialité et un métier à côté. Complètement. Et je rajouterais même un petit truc sur la question précédente. Tout à l'heure, Mélanie, tu parlais de la communauté produit qui est très ouverte aux questions, aux gens qui sont curieux, qui cherchent à apprendre, à avoir des tips, etc. Je pense que typiquement, c'est le genre de sujet qui peut être abordé avec des personnes qui l'ont fait dans des boîtes dans lesquelles il y a une bonne culture produit. Ça peut être intéressant de leur demander comment est-ce qu'ils ont fait pour mettre en place cette culture et pour qu'elle soit aussi forte. Voilà, je pense qu'il ne faut pas hésiter à se rapprocher de la communauté produit pour ce genre de conseils et prendre des exemples concrets finalement de gens qui sont passés par là avant, quoi. Je pense qu'on va enchaîner alors avec une autre question de Camille. Faites-vous une distinction entre product owner et product manager? Donc la question, je vous laisse y répondre. Je sais pas si Benjamin, je te laisse commencer peut-être si tu as une réponse. Ouais, de manière assez caricaturale, mais on peut toujours essayer de distinguer product owner, product manager comme étant, on va dire, le product owner a une majorité de ses tâches qui sont très relatives à de la delivery, de préparer des US, les specs et s'assurer que les choses sont shippées, enfin qu'on délivre en fait les features. Avec un peu moins de partie discovery, le product manager est plutôt responsable du comment, du pourquoi. Donc à partir du pourquoi, de se dire quel est le problème utilisateur, le problème business, qu'est-ce que j'essaie de résoudre, etc. Donc le product manager va être plus sur la partie comprendre le problème. Le product owner va être plutôt sur la partie rédiger ce qui est nécessaire pour développer des features. Si je dois résumer de manière assez schématique. Bah, c'est un bon résumé, hein, je crois. C'est un bon résumé, complètement. Bien Après, schématique. ça va dépendre. C'est bien schématique. Ça va dépendre des boîtes aussi. Il y a certaines entreprises qui ont finalement des rôles de PM qui font aussi le rôle du product owner. Et finalement, il y a des entreprises dans lesquelles c'est découpé. Donc, ça va dépendre aussi de l'organisation qui est en place. Mais en tout cas, en termes de rôle, c'est vrai que je pense que c'est bien décrit, Benjamin. Ouais, il faut faire attention, en effet, je suis d'accord avec toi, parce qu'il arrive souvent que certaines entreprises parlent de PO pour PM et de PM pour PO. Ouais. C'est pas toujours très clair, parce que c'est des métiers qui sont encore pas forcément toujours très bien connus. Dans certaines structures, le produit est seulement en phase de début. Donc, faut aussi regarder les missions derrière l'étiquette. Complètement. Super. Bon, on va passer à du coup une autre question. Vous parliez de livres pour se former en PM. Je crois que c'est toi, Mélanie, qui en parlait. Est-ce que vous avez des exemples? Est-ce que tu penses à des choses en particulier? Ouais, alors moi au tout début, quand je suis arrivée, la VP Product m'avait prêté un livre qui est un livre de Tiga. Alors Marie, tu vas me corriger sur le titre parce que je suis pas sûre de le connaître par cœur, mais c'était quelque chose comme le guide des product owners et product managers, quelque chose comme ça. C'est un des Ouais. guides de Tiga et je l'avais C'est ça, trouvé il y en a vraiment plusieurs. bien. Il y a des petites illustrations, il y a du texte, c'est très digeste. Et moi, ça m'avait bien aidé sur en fait comprendre ce que je faisais là et qu'est-ce que j'étais censée faire et quel était vraiment mon rôle. Ensuite, quand on veut rentrer un peu plus dans le détail, c'est un peu cliché, mais Inspired, c'est quand même une bonne base. Et après, il y a beaucoup, beaucoup de ressources en ligne. Et c'est vrai qu'il faut réussir à faire le tri parce qu'il y a un peu de tout. Vous, ça serait quoi vos livres de référence, Rodolphe, Benjamin? Moi, je dirais aussi Inspired, hein. C'est cliché, mais c'est bien formulé, c'est simple. Et puis, il y a même des exemples un peu plus généraux. Qu'est-ce que c'est le produit? Quel est le rôle de cette fonction? Est-ce que ça fait la différence? Qui peuvent aussi faire du bien de voir les choses d'un peu plus loin avant d'entrer trop vite dans les détails. Moi, je trouve que c'est une super recommandation. Ouais, je suis assez d'accord là-dessus. De toute façon, c'est un peu la Bible, mais Inspired, on peut difficilement passer à côté, je pense, en tant que PM. Et du coup, après, il y a un bouquin que j'aime beaucoup, mais qui est déjà un peu plus précis sur les missions, sur la partie Discovery, le bouquin de Teresa Torres sur Continuous Discovery, qui est vraiment bien sur l'apprentissage de comment faire de la Discovery un peu régulièrement pour bien maîtriser, bien connaître les problèmes de ses utilisateurs. Mais c'est déjà un peu l'étape suivante, quoi.
Bon, ça nous fait déjà une bonne petite liste de lecture du coup pour toutes les personnes qui nous suivent et qui n'ont pas eu encore l'occasion de lire ces livres. Du coup, on va enchaîner. Il y a pas mal de questions. Avez-vous des connaissances en code? Si oui, est-ce que cela vous a été utile pour devenir PM? Rodolphe, à la limite, je te laisse commencer. Comme tu nous as parlé un petit peu de ton expérience formation un peu ingé, je te laisse prendre la main et puis on laissera les autres répondre aussi à la question. Ouais, alors, moi, je sais faire un peu de code, mais ça veut pas dire que je recommande forcément aux gens de savoir en faire. Et au contraire, je pense que ça peut être un piège, en fait, parce qu'il y a justement un côté où, en tant que PM, on gère son équipe et on a une équipe, en fait, de développeurs qui sont là pour faire du développement et qui sont a priori meilleurs que nous pour ça. Donc, l'idée, c'est de plutôt leur faire comprendre à eux ce dont on a besoin, ce dont les utilisateurs ont besoin, et de les laisser faire leur travail parce que c'est leur boulot. Et je pense que quand on sait coder, on peut avoir un piège de se dire, ah bah tiens, en fait, je vois comment il faut faire et trop pousser les gens dans une direction et ça peut brider leur créativité. Et sinon, je pense que petite parenthèse sur le code, puisque c'est quand même un mot aussi très très large, il y a beaucoup de choses derrière le code. Moi, ce que je sais faire comme code et ce que je fais et qui m'est utile, mais je pense pas du tout que ce soit nécessaire, en tout cas en tant que junior, c'est du SQL. Et pour pouvoir en fait faire des requêtes en base de données et moi avoir des bonnes idées en data analyse sur une fonctionnalité donnée, à quel point est-ce qu'elle est utilisée, est-ce qu'on fait beaucoup de chiffre d'affaires, mais c'est vraiment complètement différent du code en fait qui est fait par mon équipe qui est en Ruby on Rails et qui sert à développer l'application. Donc ça, je sais pas du tout en faire. Par contre, c'est quand même utile, je pense, de se familiariser un peu avec les logiques et les restrictions d'un système informatique, de savoir en fait qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut pas faire en code, sans pour autant vouloir aller mettre les mains dans le cambouis et coder pour son équipe. Ça, je pense que c'est le piège. Voilà. Donc, je dirais plutôt non. Je sais pas ce que vous avez comme avis là-dessus, Mélanie, peut-être. Je peux peut-être enchaîner. Moi, quand je suis arrivée, j'avais aucune connaissance en code et j'ai appris tous les mots-clés en arrivant. Il y en a certains d'ailleurs que j'ai déformés. Mon équipe m'a dit 2 ans plus tard que je disais n'importe quoi. Donc, mon jeu préféré, c'est en tant que moldu, placer des mots tech au bon endroit. Et quand j'y arrive, je suis contente. Mais c'est plus un jeu envers moi-même. Sinon, non, je sais pas coder. J'ai pris quelques cours parce que ça m'intéressait, mais honnêtement, ça m'a pas vraiment été utile. Comme Rodolphe, par contre, j'ai appris à faire du SQL et ça, pour le coup, c'est vraiment utile pour éviter de déranger un dev à chaque fois qu'on a besoin d'une info. Par contre, je trouve que c'est intéressant quand on arrive dans une structure d'essayer de comprendre l'architecture dans les grandes lignes. Parce qu'en fait, ça peut avoir une importance quand on conçoit certains projets, de comprendre comment c'est construit dans le code pour comprendre les impacts qu'on va avoir, qu'est-ce qui peut être modifiable facilement, qu'est-ce qui peut pas être modifiable facilement. Et là, du coup, je pense que c'est intéressant, mais c'est pas du tout du code, en fait. C'est avoir un peu les grands schémas de l'architecture dans la tête pour comprendre comment le back-end et le front-end communiquent, ce genre de choses plutôt. Ouais, je suis assez d'accord. En fait, il faut maîtriser plutôt la connaissance de l'univers des techs pour pouvoir aussi interagir avec eux. Moi, je sais pas coder, très honnêtement. Euh, Déjà réussir en fait sur GitHub à comprendre des lignes de code, c'est déjà pas mal. En tant que PM, je pense que c'est déjà une bonne base. Après, pour de la culture générale, quelqu'un qui a envie de coder, qui sait, qui connaît un langage, c'est toujours intéressant en termes de culture générale. En effet, il faut pas que ça vienne contrecarrer le travail des équipes en interne. Après, ça peut permettre peut-être, sur certains cas de figure un peu techniques, dans des boîtes un peu early stage, quand il n'y a pas beaucoup de monde sous la main, d'être capable peut-être très rapidement de pouvoir identifier des problèmes techniques. Ce qui est moi le cas dans les plus grosses boîtes où en fait il y a toujours quelqu'un pour nous donner un conseil. Donc ça peut avoir cet intérêt, je pense, dans des petites boîtes early stage de pouvoir aider un peu quand il n'y a pas de dev sous la main pour essayer de gagner un peu de temps sur de la discovery, sur des problématiques en particulier. Mais voilà. Après, c'est aussi très différent, je crois, entre les États-Unis et la France. On a plutôt une culture de ne pas coder, alors que les PM américains ont plutôt tous la maîtrise d'un langage en termes de code. Enfin, c'est un peu ce que dit Marty Kagan d'ailleurs. Donc je pense que c'est aussi une différence culturelle. Donc en France, en tous les cas, c'est pas un obstacle. Complètement. Je pense que Ouais. c'est Et le bon mot pour terminer. Ouais, vas-y, Rodolphe. ouais. Moi, j'ajouterais peut-être sur ce que disait Mélanie, c'est hyper vrai. En fait, il faut comprendre le système. Et au sens de l'architecture, ça veut vraiment dire, en fait, d'un code à un autre, ce que votre équipe a construit, le projet dans lequel vous arrivez, il n'a rien à voir. Moi, je pense que la bonne manière de voir, c'est que le code, c'est des caplas. Et que vous arrivez dans une entreprise où les gens, ils ont fait une cathédrale en caplas. Et il faut que vous compreniez, en fait, à quel endroit on peut enlever les caplas ou on peut en rajouter sans faire tout s'effondrer. En fait, ça change strictement rien de savoir, en fait, ce que vous savez fabriquer des caplas. Juste comprendre ce que les gens ont fait avec
et ce qui est possible et impossible. C'est ça qui sert et qui est utile, mais en fait, il faut juste avoir un esprit un peu cartésien et penser système et ça suffit. Hein. Franchement, pas du tout besoin de vraiment savoir en fait comment on fait dans les faits le code. Ouais, et juste dernier point, je pense que justement, il faut faire attention si jamais on a des connaissances en code, à pas tomber dans le biais de dire aux développeurs, bah non, pourquoi est-ce que tu fais pas comme ça? T'as estimé à 5, mais moi je pense que ça vaut un 3. Parce qu'en fait, ça reste la responsabilité des devs. Et du coup, il faut faire attention à pas overstep de la même manière que on sait qu'un dev qui overstep sur certaines parties produits, ça peut être agaçant. Bah là, ça peut leur faire le même effet en pire, quoi. Donc, faut faire attention aussi à respecter les compétences de chacun, je pense. Complètement. Bon, bah cool. On a fait le tour, je pense, sur cette question. On va passer à la suivante. Donc, question de Basma qui nous dit qu'elle recherche une alternance PM. Elle demande des ressources pour acquérir le langage produit et bien comprendre l'équipe déjà en place. Donc, je ne sais pas s'il y en a un qui se sent de répondre à cette question. Je pense que les ressources qu'on a citées un peu plus tôt, ça peut te permettre d'avoir déjà le langage produit. Après, ce qui est intéressant, donc je pense que quand tu recherches une alternance, on va pas te demander de maîtriser tout le langage produit. Parce qu'en fait, même nous, il y a des choses qu'on maîtrise probablement pas. Je pense que ce qui est plutôt important, c'est vraiment bien comprendre le rôle d'un product manager. Moi, je sais qu'on recrute des stagiaires ou des alternants, c'est quelque chose qui pêche souvent en entretien, c'est qu'en fait, quand on demande, d'après toi, qu'est-ce qu'un product manager, il y a beaucoup de candidats qui savent pas répondre ou qui comprennent pas bien le poste. Donc là, pour le coup, parler à des product managers, lire des articles sur Medium de, je sais pas, moi, je suis arrivée en tant que product manager dans une boîte, voilà ce que je fais, ça peut être intéressant. Je pense qu'en tout cas, l'idée, c'est pas en entretien de lancer des buzzwords pour montrer qu'on a compris tous les mots produits. Ça, c'est pas forcément ce qui est demandé, c'est vraiment bien comprendre le poste, ce qui va être demandé, et aussi pas hésiter à poser des questions sur justement quel est le jargon qui est utilisé dans l'entreprise dans laquelle tu postules. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, product owner, product manager, par exemple, hein, c'est la base, mais en fonction des structures, ça va pas du tout avoir le même sens. Donc, faut pas hésiter justement à montrer que tu as bien compris ce qu'était un product manager et ce qu'on attendra de toi, et pas hésiter à rentrer dans le détail de comment ça fonctionne dans l'entreprise où tu postules. Parfait. Je ne sais pas si Rodolphe, Benjamin, vous avez un truc à ajouter. Sinon, on passe à la question suivante. C'était clair. Parfait. Ok, alors on a une autre question. Donc bonjour, comment est-ce que vous avez délimité les responsabilités produits avec l'équipe marketing dans vos structures? C'est une des questions. C'est vrai que côté produit, on a tendance à bosser avec beaucoup d'équipes. Où sont les limites? Comment est-ce qu'on fait pour travailler avec ces gens-là? Donc je pense que c'est une question assez large qui concerne les équipes marketing, voire même d'autres équipes. Je ne sais pas si Rodolphe, je te laisse la main pour répondre à cette question. Alors, je pense que, encore une fois, je pense que c'est une question où il y a justement, en fait, toutes les questions difficiles, c'est celles dans lesquelles il y a des curseurs. Enfin, si on pouvait vous répondre 0 ou 1, ce serait facile. En fait, il y aurait déjà un livre, on vous dirait, lisez ce livre. Là, je pense qu'il y a vraiment une question d'appréciation et de contexte en fonction des personnes que vous avez en face et de vous, ce que vous faites en produit. Moi, je peux parler de mon expérience, en tout cas, sachant que de plus en plus, il y a un rôle aussi qu'on voit émerger, et je pense que c'est un peu le sous-jacent de cette question, qui est le rôle de product marketing, qui est un peu la personne qui fait l'intermédiaire entre le produit et l'équipe marketing. Donc évidemment, c'est pour des entreprises qui commencent à être un peu grosses. Mais moi, je dirais que avec le marketing, la manière dont j'aimerais idéalement me partager les responsabilités, mais c'est mon rôle, c'est mon avis de PM, ce serait avoir une bonne relation avec mon équipe marketing pour comprendre mes utilisateurs et les tendances de marché. Donc savoir en fait ce qui a de la valeur, ce qui a moins de valeur, ce que les personnes attendent. Donc déjà, moi, avoir ce type d'informations. Et après, en me mettant un peu à leur place, je dirais quand moi, je vais sortir des produits ou faire des fonctionnalités, les mettre assez en amont en fait dans la boucle, dans la manière dont on conçoit les produits et les choix qu'on fait et les choses qu'on va faire ou qu'on ne fera pas, pour qu'en fait, eux, au moment d'en présenter et de le présenter aux gens et de le livrer au monde, ils aient un peu tout le rationnel derrière et la discussion qui va apporter en fait beaucoup de valeur au lieu de juste sortir une application. Si derrière, en fait, on comprend pas pourquoi on a sorti cette application, les besoins auxquels elle va vouloir répondre, etc. Voilà, moi, c'est comme ça que je définirais le partage. Peut-être Benjamin, je sais pas si vous bossez aussi. Ben, en plus, ça va énormément dépendre, je pense aussi, de comment est structurée et comment fonctionne aussi l'équipe marketing dans la boîte en question.
En fonction aussi du produit, on peut avoir des produits qui sont plus ou moins avec un impact en lien avec le marketing ou pas. Si c'est le cas, il faut de toute façon, tout se base aussi sur les objectifs de la boîte, donc les OKR, si on fonctionne en OKR ou autre chose, et délimiter à partir de là les responsabilités en fait sur qui intervient sur quoi. En effet, le champ peut être un peu flou. C'est pas toujours très simple. C'est aussi le cas sur le produit sur lequel j'interviens. Sur les sujets des fois marketing, il faut qu'on sache aussi délimiter qui est responsable de telle partie ou d'une autre, entre le produit et le marketing, sur par exemple les sujets qui vont être en lien avec les sites internet, etc., les produits qui sont très en lien avec la partie website. Je pense que ça passe aussi par de la communication, bien définir les objectifs business, et à partir de là, bien définir aussi les responsabilités de chacun sur l'ownership en fait à avoir sur cette partie-là. D'autant plus quand il n'y a pas de PML, comme tu disais, Product Marketing Manager. Super. Bon, j'espère que ça répondait à la question. Je ne sais pas si Mélanie, tu avais un truc à ajouter, sinon on passe à la suite. J'aurais pas mieux. Ok, parfait. Alors, je crois qu'on a une question de Clément. Comment concilier l'agilité, une vision produit long terme et réussir à transmettre une vision claire aux équipes techniques? Tout le challenge product. Je vous laisse, Mélanie, à la limite, si tu veux. J'ai 4 heures, c'est ça? Non, j'ai que des questions deep ce Exactement. soir. Je pense qu'un livre, c'est pas mal. Inspired. Ouais, c'est ça, Inspired. Non, je pense qu'effectivement, c'est pas simple. Voilà, je gagne du temps en disant ça. Nous, en tout cas, ce qu'on fait, c'est qu'on présente à nos devs les visions produits long terme au fur et à mesure, et puis on les éclaircit au fur et à mesure. En toute transparence, on n'a pas forcément des visions long terme de 2025-2026, parce que notre produit est malgré tout assez récent. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on jongle entre une vision produit long terme et des visions, des visions par roadmap trimestriel. Et ensuite, on jongle entre les deux. Il peut y avoir des repriorisations en cours de route. Je pense que la clé chez nous, c'est qu'en tout cas, on repriorise souvent nos roadmaps. Et ça peut arriver qu'en cours de route, on se rende compte qu'on n'avait pas pris les bonnes décisions à un temps donné, ou alors il y a des nouvelles infos qui émergent et on n'hésite pas à remettre en question ce qu'on s'était dit à l'époque. Et pour ce qui est des équipes techniques, on s'est justement posé la question aussi de comment faire pour mieux leur transmettre la vision produit long terme. J'ai pas trop de réponses, honnêtement. La vision court terme, en tout cas, elle est très claire pour eux. La vision long terme, je pense qu'on peut encore s'améliorer de notre côté. Super. Je ne sais pas si Benjamin, c'est différent en interne chez vous, si vous avez une autre manière de fonctionner. En fait, c'est toujours, en effet, assez difficile de tout cumuler. C'est-à-dire qu'en fonction de la taille de la boîte, l'état d'avancement du produit, de la structuration produit, etc., la vision, c'est quelque chose à long terme, c'est quelque chose d'assez stable. En général, quand on lance un produit, on sait à peu près quelle est la vision qu'on veut donner au produit dans le futur, sur le long terme. Ensuite, la communication en interne et les étapes, les milestones en fait d'avancement sur là où on en est dans le produit, etc. C'est quelque chose qui, en effet, doit se faire de manière assez régulière. En général, les roadmaps, c'est toujours l'occasion de revenir sur la vision. Après, concilier l'agilité justement avec la vision, produit long terme, etc. Je pense qu'il y a aussi le lien sur je pense que la question se porte aussi un peu sur la question de l'organisation produit en fonction de l'état d'avancement du produit. Et ça, en effet, je pense que on peut difficilement arriver avec des méthodes toutes faites en se disant bon bah c'est écrit comme ça chez Marty Kagan, il faut absolument qu'on reproduise la même chose si ça marche pas dans la boîte. Donc je pense qu'il y a aussi ce côté, il y a la vision d'un côté, il y a comment est-ce qu'on organise les process au quotidien du produit. Et donc ça, je pense qu'il faut pas hésiter en fait à tester, à retester, changer les choses, les adapter aussi à la vision et à la fonctionnement interne du produit. J'aurais tendance, il y a un peu deux questions en une, quoi. Complètement. Je sais pas si Rodolphe, tu as un truc à rajouter. Comme Bennyline grossit vite là en ce moment, peut-être que vous avez la méthode magique pour arriver à faire ça. Je sais pas si tu as un truc à partager de ton expérience. Ouais, je pense, oui, c'est encore une fois, il faut s'adapter à son contexte. Enfin, je pense que le premier truc à faire déjà, c'est de désamorcer le mot agilité avec tous les gens qui sont autour de vous. Parce qu'en fait, derrière agilité, en fait, il faut mettre des chiffres. En fait, si vous bossez chez Tesla, si vous sortez un nouveau modèle tous les 6 mois, c'est OK. Parce que c'est super long de faire un prototype de voiture. Si vous bossez dans une startup de 3 personnes sur un site web, si au bout de 3 ans, vous n'avez pas corrigé le problème, en fait, vous n'êtes pas agile.
Donc, je pense que déjà, en fonction de la taille de votre boîte et des attentes des gens autour de vous, et en fait, tu veux que je sois agile, mais ça veut dire quoi être agile? Nous, chez Penny Lane, c'est des cycles à peu près de. Il y a une méthode qui s'appelle Shape Up, qui a été utilisée par Basecamp, qui commence un peu à émerger. Nous, les cycles, c'est environ 4 semaines, quoi. On considère que sur un projet, une fois qu'on est lancé, on est confiant, il faut qu'on sorte quelque chose et on a un MVP. Et que si on met des coups de volant toujours à droite et à gauche à une échelle moindre de 4 semaines, en fait, on finira par pas arriver à ajouter de la valeur parce qu'on n'arrivera jamais à faire le 0 to 1 qui va nous permettre d'avoir les apprentissages. Donc ça, c'est mon premier conseil. Et après, sur la vision, en tout cas pour les équipes techniques, moi, je trouve que ce qui marche très bien, c'est la vision empathie et utilisateur. Enfin, vraiment comprendre qu'il y a des gens qui ont des problèmes parce que c'est très facile de se projeter dans les baskets d'un utilisateur ou de quelqu'un qui a besoin d'une solution. Par contre, sur la vision plus globale, et en fait, en tant que product manager, on utilise ça, mais on utilise aussi le marché, comme on disait tout à l'heure avec le marketing, les sales, quels sont les features qui vont apporter de la valeur financière. Ça, je pense que c'est plus difficile de le faire partager et de le faire voir. Donc moi, je dirais en tant que PM, garder cette vue loin en ayant un peu tout dans la balance. Et par contre, auprès de l'équipe technique, je trouve que la vue utilisateur est celle qui a le plus de sens. Et ensuite, à très court terme, nous, c'est à peu près 3 mois, quoi. La roadmap de se dire, bah, ça, c'est les projets. Et là, on peut faire beaucoup plus comprendre dans l'horizon 3 mois, qu'est-ce que ça va vraiment rapporter ce projet en termes d'utilisateurs. Mais à la vision 3 ans, je pense que c'est un peu loin. Ouais, complètement. Ok, bon, on a fait un bon petit tour de vos différentes expériences pour répondre à la question. Je pense qu'on n'est pas trop mal. On en a d'autres derrière qui arrivent. Donc, une question de Sarah. Attend-on du PM une certaine maîtrise UX? C'est vrai qu'on n'a pas du tout abordé la question design encore. Je me pose cette question suite à votre description du périmètre PO vs PM. Donc, je vous laisse prendre la main. Benjamin, est-ce que tu te sens de commencer à répondre? Ouais. Du coup, sur cette partie-là, sur l'expérience utilisateur, de toute façon, c'est quand même c'est un peu notre tâche de cœur, quoi. C'est-à-dire que on a vu qu'on est responsable de l'identification des problèmes utilisateurs. Forcément, il faut qu'on ait une bonne maîtrise de l'expérience utilisateur sur notre produit. Après, on n'est pas les seuls honneurs de l'UX dans le produit. Il y a aussi des product designers qui ont aussi une responsabilité sur la partie UX. Et donc, évidemment, dans la distinction entre PM et PO, c'est sûr qu'un PM aura plus. Alors, tout dépend encore de si on entend derrière PO un PO et PM un PM, mais en effet, c'est plutôt le PM qui va être plus UX que le PO qui va être un peu plus délivré. Je suis d'accord avec toi, Benjamin. Je pense que ça dépend aussi des types de structures, parce que là, on a parlé de PO et PM, et après, dans les structures plus grandes, il y a des PM spécialisés data, il y a des PM spécialisés UX, donc ça dépend aussi des types de structures. Chez nous, c'est comme tu l'as décrit, en fait, l'UX est honné par le binôme PM et designer, et du coup, entre les deux personnes, on arrive à faire des bons compromis, et en général, ça va. On se trompe forcément à des moments donnés, mais du coup, je sais pas si c'est vraiment une maîtrise UX. Ce qui m'embête avec le mot maîtrise UX, c'est que ça sous-entend que vraiment il faut avoir fait des trainings du UX et il faut avoir fait plein de formations. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup s'apprend sur le tas quand même. Enfin, il y a quelques règles, mais il y a aussi beaucoup d'habitude et t'as testé des choses, t'as vu que ça marchait pas et du coup tu sais que la fois d'après tu recommenceras pas. Mais effectivement, c'est peut-être plus du périmètre du PM que du PO. Complètement. Et sachant que je pense que dans la plupart des organisations, maintenant, il y a des product designers ou des UI UX designers qui sont vraiment là pour bosser main dans la main avec les PO/PM en fonction des organisations. Donc, ouais, on n'est pas tout seul sur ce rôle-là du UX. Évidemment, c'est important d'avoir des designers qui ont cette spécialisation-là, je pense. En tout cas, aujourd'hui, je pense que c'est assez généralisé, quoi. On continue avec la prochaine question de Clara qui nous demande comment faites-vous au quotidien pour prioriser les différents besoins et les répartir sur les sprints. Donc, je vous laisse la main, Rodolphe, si tu te sens de commencer. Nous, je dirais qu'on a 2 grandes voies. En gros, il y a des besoins qui rentrent et je les trie dans deux tracks. Il y a les besoins qui sont des bugs et des petites améliorations qu'on doit faire tout de suite, sinon ça marche plus. Et ça, pour le coup, on le prend directement.
Et après, on priorise un peu en se disant si on en a vraiment beaucoup, mais c'est ce qu'on n'espère pas, de se dire combien est-ce que de personnes sont impactées et est-ce qu'elles sont vraiment bloquées. Et ensuite, avec ça, ça fait un peu une liste au Père Noël. Et même aujourd'hui, en fait, cette priorisation, elle est pas mal faite par l'équipe tout de suite. En fait, moi, je donne plus vraiment de. Enfin, une fois qu'on s'est mis d'accord sur à partir de combien d'utilisateurs sont impactés, etc., il y a une priorité. En fait, c'est simple de prioriser ces petites améliorations à court terme. Et ensuite, il y a une autre voie. Et là, pour le coup, c'est plus sur des cycles de 4 à 6 semaines qui sont des projets où on veut sortir des nouvelles fonctionnalités. Et là, c'est moi qui fais, entre guillemets, la priorisation, dans le sens où je prends les besoins, je les mets un peu dans des petits paniers sur des gens qui veulent une application mobile, une nouvelle refonte du site, etc. Je les mets tous ensemble dans des paniers un peu plus gros de projets. Et ensuite, une fois que j'ai les projets devant moi sur la table, je me dis, OK, ce projet, est-ce qu'il apportera plus ou moins de valeur? Je mets les projets bout à bout et ça me fait plus ou moins une roadmap. Voilà, ça, c'est le monde idéal. Voilà, moi, c'est comme ça que je fais. En tout cas, pas toujours facile. Ok, vas-y Mélanie. Nous, on s'appuie pas mal sur la méthode RICE quand on a besoin de prioriser les sujets. On passe pas toujours par la méthode RICE parce que y a des fois, on va avoir des sujets qui vont avoir un effort très important mais qu'on va quand même vouloir faire. Mais en tout cas, ça donne une bonne base, notamment dans la discussion avec nos parties prenantes. Ça dépend aussi des structures. Il y a des structures où on implique plus ou moins nos parties prenantes. Mais en tout cas, ça nous aide pas mal à rationaliser les choix. Parce que sinon, on peut parfois aller beaucoup au gut feeling et ça peut être dur de justifier d'une décision plutôt qu'une autre. Ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de frameworks de priorisation qui existent dans le produit, donc faut pas hésiter, ils sont assez accessibles en ligne et ça peut vraiment aider. Après, il faut toujours bien identifier le besoin, d'où il vient. Est-ce que c'est un besoin interne, un besoin des utilisateurs? Pas mal questionner les problèmes qu'il y a derrière, parce que potentiellement, ça peut être un besoin qui va sembler important pour un stakeholder en interne, mais qui en fait est pas du tout aligné aux enjeux des business et aux OKR du moment. Donc aussi, il y a cette priorisation qui se joue pas mal avec les enjeux business de la boîte. Est-ce que c'est bien aligné avec les orientations qu'on est en train de prendre en ce moment ou pas? Parce que j'ai tendance à penser que toutes les idées sont bonnes, mais elles sont pas toutes bien alignées aux enjeux business du moment, quoi. Complètement. Ok, bon super. Je pense que pareil, on a fait le tour sur cette question-là. Ça me semble assez complet. On va passer à la suivante. Ça n'arrête plus. Quelle fourchette de salaire indiquée si on a de l'expérience, donc un profil senior, mais en reconversion vers le rôle de PM? Question qui n'est pas évidente du tout. Je ne sais pas si l'un de vous a une réponse à donner à ça. Je vous laisse la main volontiers sur celle-là. Je pense, tout dépend en fait, parce que quand on dit qu'on a un profil de senior, tout dépend aussi si le métier qu'on faisait jusqu'à maintenant a potentiellement déjà des missions qui sont communes à celui d'un PM. Je dis n'importe quoi, si on était senior product designer, potentiellement, c'est pas pareil que si on était senior analyste financier. Potentiellement, il y a des distinctions, donc c'est pas forcément le fait d'être senior dans son métier actuel. Tout dépend quel est le métier actuel d'une part. Ensuite, pour la reconversion vers les rôles de PM, de la même manière, est-ce que dans les missions qu'on avait à l'heure actuelle, il y a un certain nombre de tâches que l'on réalisait qui étaient les mêmes que celles d'un PM, et dans ce cas-là, on peut justifier d'une seniorité sur ces tâches-là ou ces missions. En fait, ça se joue plutôt sur l'expérience qu'on a sur les tâches et les missions, et aussi un peu sur les skills, pas forcément que les hard skills, mais aussi les soft skills, mais je pense qu'il faut faire un peu la liste de ces tâches actuelles et essayer d'identifier celles qui sont en lien avec le produit et voir si ça peut justifier ou non d'un poste plus ou moins senior en tant que PM, et ça peut aider à partir de là sur les fourchettes de rémunération qui sont aussi accessibles en ligne de situer plus ou moins, quoi. Après, il faut tester, il faut voir. Ouais, c'est ça. Enfin, moi, je pense que la première question à laquelle répondre, c'est avec votre expérience, où est-ce que vous atterrissez dans la grille du PM? Est-ce que vous êtes stagiaire? Est-ce que vous êtes junior? Ou est-ce que vous êtes senior? Une fois que vous avez répondu à cette question, qui est à mon avis la plus difficile, après, il y a plein d'estimateurs, enfin plein, moi j'en connais quelques-uns, je pense à The Product Crew, je crois que Noé, ils ont communiqué récemment sur les salaires en sortie de Noé. Il y avait aussi un moment Ignition Programme qui fait du recrutement en startup, qui avait des estimateurs de salaire en produit. Et en fait, une fois que vous avez une idée de où est-ce que vous atterrissez dans l'échelle du produit, vous allez voir en fait là-bas ce que eux donnent comme fourchette de salaire. Et à mon avis, ça donne une bonne base de départ.
Alors après, j'ai cru voir dans la discussion qu'il y avait une réponse indiquant PO senior, si je me trompe pas, ça doit être en lien avec avec la question. Dans ces cas-là, on peut considérer qu'il y a quand même un certain nombre de tâches qui sont effectuées, qui sont les mêmes que celles d'un PM. Donc ça, déjà, c'est un peu plus proche que Oui. analyste financier. C'est clair, le gap à franchir est moins grand. Ça, Ouais, je pense qu'on c'est pourrait dire principalement si on axé sur part la d'analyse recherche. financier, si on part d'analyse financier, on retombe à junior. Si on part de PO senior, on retombe peut-être à PM. C'est à chacun de faire son estimation. Et puis après, c'est tellement personnel aussi, et ça dépend de chaque industrie, et ça dépend de pas mal de choses quand même. Ouais, faut pas hésiter à regarder sur ce qui est édité en ligne. Il y a quand même pas mal d'informations là-dessus sur lesquelles c'est salarial. C'est assez réaliste, je trouve. Enfin, c'est plutôt une bonne aide. Complètement. Donc je ne sais pas si ça répond du coup à la question d'origine. N'hésitez pas à nous dire si ça manque de détails. Est-ce qu'on a d'autres questions qui arrivent? Yes. Donc Nada qui nous dit qu'elle est en reconversion pour devenir PM. Donc elle était Key Account Manager. Comment rassurer les employeurs vu que je n'ai jamais occupé ce poste? Les portes peuvent rester fermées. Où et comment faire ses premiers pas? Ouais, effectivement, c'est une bonne question. Comment est-ce qu'on arrive à valoriser ces anciennes expériences qui ne sont pas forcément des expériences produits? Comment est-ce qu'on arrive à avoir cette crédibilité là au sein des équipes pendant les recrutements? Je pense que c'est une question assez large, mais qui est assez intéressante. En fait, ça rejoint un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, j'ai l'impression, sur l'aspect salaire et ce que disait Benjamin, sur quels sont les skills que tu as acquis dans ton expérience de Key Account Manager que tu vas pouvoir réutiliser en tant que PM. Et là, du coup, ça sera probablement surtout des soft skills, enfin, il y aura aussi des hard skills, mais notamment, ce qui peut être intéressant, c'est dans le cas où on a beaucoup interagi avec des parties prenantes, par exemple, qu'on a fait beaucoup d'alignements avec des parties prenantes, ça peut être des skills qui peuvent être importants. La gestion de projets divers et variés, forcément, ça va apporter de la valeur aussi à la candidature. Et enfin, je pense que ce qui est important dans les reconversions, en tout cas, nous, on avait eu quelques candidats en reconversion APP, c'était aussi le fait d'avoir une bonne culture tech, et pas dans le sens connaître le code, mais avoir une bonne culture produit, de pouvoir citer des produits qui sont intéressants, des produits qui ont une bonne UX, enfin avoir déjà des bases en product management qui montrent que même si on est en reconversion, on sait quand même ce qu'on va faire et on a des bases un petit peu solides, même si on les a pas forcément mises à l'épreuve, mais qui vont permettre, par exemple, de passer l'étape d'étude de cas. Parce qu'en fait, ce qui peut être problématique dans ces cas-là, ça va être de passer l'étape d'étude de cas. Et ça peut être un peu plus compliqué peut-être dans le process de recrutement. Ouais, en effet, je suis assez d'accord. Il faut réussir à productiser son CV. C'est pas évident, mais du coup, faut pas hésiter aussi à s'inspirer tout simplement de ce que d'autres PM ont pu faire. LinkedIn, en général, est une bonne source d'inspiration. Si vous regardez les CV des seniors PM, etc., ça peut aussi donner une idée de comment on productise un CV, comment est-ce on se focalise aussi sur les outcomes, sur ses tâches, ce qu'on a réussi à faire, pas simplement, voilà, éviter de simplement lister des tâches, mais aussi montrer quel est l'impact de ce qu'on a fait. Ça, c'est, je pense, assez important en tant que PM de pouvoir le montrer sur un CV. Voilà, ça permet d'aller vers la productisation de son CV et de ses anciennes expériences. Complètement. Et je pense que ça peut faire le lien aussi avec ce que tu disais tout à l'heure, Mélanie, de valoriser le fait qu'on a bien compris le rôle et de voir comment est-ce qu'on peut s'approprier finalement ce rôle dans ce qu'on a fait auparavant. Mais pour ça, il faut vraiment avoir une bonne compréhension de ce qui est demandé sur le recrutement en question. Donc, je pense que c'est important d'avoir bien compris le rôle qui sera le vôtre si vous êtes recruté dans cette boîte-là, quoi. Et puis, je ne sais pas si c'est Key Account Manager sur un produit tech, mais typiquement, si c'est Key Account Manager sur un produit tech, le fait de pouvoir citer quelques frictions utilisateurs qui seraient remontées, ça peut être intéressant aussi, en fait, de montrer que, en tant que Key Account Manager, on a déjà fait lien avec des équipes produits pour remonter des problématiques utilisateurs. Ça peut aussi être intéressant, si vous avez déjà interagi avec des équipes produits, de l'indiquer, parce que ça montrera aussi que vous comprenez bien la dynamique de ces équipes-là. Complètement. On passe à la prochaine question. Ok, ça ne cite pas le message d'origine. Quels sont vos outils favoris pour gérer vos roadmaps? Je dirais plus globalement, quels outils conseillez-vous, par exemple, pour des gens qui débuteraient?
Question assez large. Il y en a plein qui existent. Rodolphe, je ne sais pas si tu veux nous parler des outils que vous utilisez. Ouais, alors j'essaie de comprendre aussi ce que ça veut dire gérer la roadmap parce que c'est large, mais j'imagine un support pour faire sa roadmap, quoi, la représenter. Nous, on utilise Notion, enfin, que moi je trouve super, que je recommande et qui est facile d'accès en plus, hein, qui est pas forcément très cher. Ouais, idem chez October. On utilise Notion. Et nous, on jongle entre Notion et Jira, mais pour l'instant, c'est surtout sur Notion. Notion remporte haut la main, du coup, les audiences. Mais c'est vrai que ça peut Ouais, être sur à peu près n'importe quoi. Finalement, ça reste la visualisation d'un planning, entre guillemets, complètement. des tâches à réaliser dans le futur. Donc, ça pourrait même être sur un Excel si dans la boîte où on se trouve, on n'a pas de Notion ou on n'a pas de compte sur autre chose. Enfin, moi, dans le public, j'avais que Excel et je faisais mes roadmaps sur Excel. Ça marchait aussi très bien. Après, ouais, il y C'était a moins des de... outils, il y a des outils qui sortent un petit peu. Il y a Harvester typiquement qui fait un produit qui peut servir un petit peu à ça aussi. Il y en a pas mal. C'est vrai que Notion ressort souvent. Je crois que c'est un des outils favoris de plein de PM. Donc, ne pas hésiter à se renseigner sur ce qui est faisable. Il y a plein de choses de faisables avec Notion, donc ça peut être assez pratique, y compris quand on débute, parce que c'est assez accessible finalement. Il y a pas mal de tutos. Donc, ça peut être effectivement un bon outil quand on commence pour arriver à cadrer un petit peu sa manière de travailler, gérer sa roadmap et tout ça. Et puis c'est vrai que l'avantage de Notion par rapport à un Jira, c'est que si vous voulez partager votre roadmap à vos parties prenantes, ça sera peut-être plus simple pour eux et ça aura plus de valeur de se créer un compte Notion pour faire leur doc d'équipe, plutôt que d'avoir un compte Jira, ça risque d'être un peu plus compliqué. Top. On va peut-être passer à une dernière question. Je ne sais pas si on en a une, peut-être pour finaliser un petit peu tout ça. Comment faites-vous au quotidien pour éviter qu'un sprint ne soit bloqué par une grosse dette technique? Oh là là, je te vois sourire, Mélanie. Dis-nous tout. C'est un vrai sujet, j'ai envie de dire. Dans le meilleur des mondes possibles, il faudrait qu'on arrive à faire de la réfacto régulièrement. Nous, ce qu'on a constaté en tout cas, c'est que on a essayé plusieurs approches. Ça dépend encore des structures et ça dépend encore des organisations, bien sûr, mais on s'est rendu compte que la méthode de se dire, en fait, on fait tout le projet en quick and dirty et on fait la réfacto après, ça marche pas parce qu'en fait, on fait jamais la réfacto à la fin. Et du coup, on accumule de la dette technique. Donc là, ce qu'on essaye en ce moment et ce qui a l'air de mieux marcher, c'est d'intégrer en fait de la gestion de la dette technique vraiment de manière active, parce qu'en fait, sinon, elle nous rattrape et là, ça devient très, très problématique. Par contre, c'est vrai que c'est important de vraiment l'anticiper et de l'inclure dans sa gestion de projet comme une partie à part du projet, en fait, parce que le problème, c'est quand ça vient en supplément bonus qu'on n'avait pas anticipé, là, vraiment, c'est frustrant et ça ralentit tout, en fait. Donc nous, maintenant, on fait vraiment on anticipe chaque projet, on regarde vraiment, on met le nez dans le code, on regarde l'état du code et en fait, on essaye d'anticiper le plus possible si y a des grosses problématiques de dette technique ou pas, en fait. Ça marche pas toujours. Honnêtement, je crois qu'il n'y a pas de recette miracle. Mais peut-être que vous avez des recettes miracles de votre côté? Pas de mon côté. Non, mais ce qu'on essaye de faire, c'est simplement dans chacun des sprints, de toujours essayer quand on planifie les points, d'essayer de se garder un peu de marge, justement, soit pour les bugs, soit aussi pour les sujets d'aide technique. Parce qu'en effet, il y a des fois besoin de faire du refacto, etc. Et pris toujours dans les urgences, on le fait toujours plus tard, plus tard, plus tard, et en général, on le fait au moment critique où il y a un gros truc qui va pas du tout, etc. Et ça, pour le coup, là, ça vient impacter la roadmap ou ça vient impacter un sujet qui est critique. Enfin, voilà. Donc, mais je crois pas qu'il y ait de recette magique, en fait. Tu confirmes, Rodolphe? Moi, je suis assez d'accord pour dire que, en fait, si on est au point où le sprint est bloqué parce qu'on n'a pas anticipé la dette technique, en fait, il y a déjà un problème. En gros, nous, ce qu'on essaye de faire, en tout cas, c'est, comme disait Mélanie, faire attention de ne pas prioriser quelque chose en ne voyant pas la dette technique. Et quand il y a de la dette, en fait, il faut juste l'assumer. Et en fait, il faut dire que à la roadmap, on paye la dette, quoi. Voilà. Je pense que les vrais problèmes peuvent arriver quand on veut pas payer la dette, justement, comme disait Benjamin. Du coup, on pousse des projets en parallèle et au final, l'un ralentit l'autre et il n'y a rien qui sort et c'est la catastrophe. Je pense que c'est vraiment dire, OK, là, il y a de la dette, on va payer la dette. Et puis, dommage, ça ralentira un peu les features. C'est pas toujours aussi évident à négocier dans les faits, mais voilà, il faut bien qu'il y ait des gens pour faire ça.
le product manager. Voilà. Donc, c'est à vous de faire comprendre aux gens qui sont autour de vous qu'il y a besoin de payer cette dette pour que les choses continuent à rouler. Et du coup, ça veut dire aussi qu'il faut communiquer régulièrement avec ses devs pour qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises. Exactement. Le mot d'ordre du product manager, je pense que c'est communication avant tout, avec les devs, avec tout le monde. Donc je pense qu'effectivement, c'est hyper important de communiquer. Je pense qu'on va s'arrêter là sur les questions. S'il y en a d'autres, vous inquiétez pas, on pourra y répondre dans un temps de toute façon. Donc il y aura un replay disponible de ce webinaire. Peut-être le mot de la fin. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer dans le product management? Qu'est-ce que vous auriez aimé qu'on vous dise assez rapidement pour clôturer ce talk? Je ne sais pas si Mélanie, tu as un petit truc en tête? Ouais, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, mais bien comprendre le rôle, s'intéresser en fait aux produits tech, avoir déjà fait une petite étude, je sais pas, en mode mon application mobile préférée c'est celle-là, si je devais l'améliorer, qu'est-ce que je ferais? Pour se mettre vraiment dans la peau d'un PM. Et je pense qu'ensuite, c'est une fois qu'on est arrivé dans l'entreprise, l'objectif c'est pas forcément d'avoir l'air crédible tout de suite, c'est poser plein de questions pour avoir des bases solides au départ et ensuite la montée en compétence se fera toute seule. Parfait. Ouais, je pense qu'on pourrait aussi dire que si jamais il y a des nécessités, on ne se sent pas assez à l'aise, on a besoin de s'améliorer, ou on a besoin de bien comprendre le produit en le vivant, alors qu'on n'est pas dans une boîte, les side projects, c'est aussi des bons trucs à faire parce que ça permet de se mettre dans la peau d'un entrepreneur, d'essayer de monter un produit. On voit tout de suite les difficultés, on voit tout de suite les problématiques. Donc les side projects, quand on a un peu de temps pour se préparer pour des entretiens, enfin, c'est une bonne expérience de toute façon qui est toujours à valoriser dans un CV et pendant les entretiens. Donc je conseille les side projects. Complètement. Et top. Je vous propose qu'on s'arrête là. Donc c'est cool, on a eu pas mal de questions. J'espère qu'on a pu répondre à vos plus grosses interrogations. Donc pour information, demain on a prévu un autre webinaire du coup organisé par Tiga dans le cadre de cette semaine le petit product sur le thème du product design. Donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire. Donc c'est demain à la même heure et jeudi donc on aura un webinaire FAQ recrutement. Donc là où vous pouvez poser toutes vos questions pour avoir des tips sur justement les entretiens de product manager pour des premiers entretiens ou pour des profils assez juniors sur des questions de salaire par exemple. Enfin voilà, c'est plein de choses que vous allez pouvoir aborder avec les recruteurs sur ce webinaire là. Et plus généralement, si vous voulez retrouver les précédents webinaires organisés par Tiga donc sur le thème du produit de manière assez globale, tout est disponible sur notre chaîne YouTube. Par exemple, vous retrouverez plein de choses. On a également le média Tiga donc sur lequel vous allez retrouver des articles, des glossaires, des templates, voilà, plein de choses, nos livres évidemment, et on vient de lancer notre chaîne Instagram, donc n'hésitez pas à nous suivre pour avoir des petites actus, des petites infos qui passent, et puis voilà. Je pense que le mot de la fin, c'est un grand merci à tout le monde pour vos questions, pour toutes vos interactions, et puis merci à Benjamin, Mélanie et Rodolphe du coup pour votre participation, tous vos conseils et vos tips. C'était très chouette. J'espère que tout le monde a bien profité. Et merci beaucoup Marie pour l'animation. Avec grand plaisir. Merci beaucoup Marie. Super. Bon, on va clôturer là-dessus. C'était le petit mot de la fin. Merci à tous et puis une excellente soirée. À bientôt. Merci à tous. Excellente soirée.